Merci de prendre le rendez-vous de l'information de cette mi-journée. Madame, monsieur, bonjour et voici le sommaire. La pratique de l'éducation physique et sportive, EPS, a fait l'objet d'une rencontre internationale à Cotonou cette semaine. L'objectif étant d'impulser une nouvelle dynamique à cette discipline scolaire. C'est une nuisance fréquente qui touche plus de 40% des adultes et plus de 50 ans. C'est le ronflement. Quand il survient chez l'enfant, ce n'est pas sans conséquence. Demain, 1er décembre, journée mondiale du sida. À l'occasion, on parle dans cette édition de l'éradication de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Le Bénin a accueilli du 26 au 27 novembre dernier la conférence internationale des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie et la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Des assises qui ont permis d'aboutir à la déclaration de Cotonou qui est la relance effective du sport dans les différents ordres d'enseignement afin de redonner espoir à la jeunesse des pays membres de la francophonie. Le reportage est signé Enoch Mpati et Daniel Ada. À la base de certaines maladies chez l'homme, le manque d'exercice physique et sportif. Quand on parle de vivre ensemble, quand on parle de la tolérance, quand on parle de la culture de la paix, ce sont des attitudes que le sport, la pratique du sport, l'éducation physique développe. Et on a tendance à les négliger. C'est une activité vraiment qui concourt au développement. Et tous les secteurs en ont besoin. Ça contribue à faire des économies dans les soins. Plus il y a la pratique de sport, plus les risques de tomber malade, etc. diminuent. Au Bénin, comme sous d'autres cieux, cette discipline enseignée dans les écoles et établissements d'enseignement secondaire est souvent négligée par les apprenants. À leurs yeux, elle compte pour une épreuve facultative. Il ne s'agit pas de dire seulement que c'est une matière où c'est volontaire, on dispense, on néglige, mais nous voulons montrer que c'est une matière qui doit être transversale. C'est une matière que tous les autres ministères devaient supporter. Ce n'est pas seulement de la responsabilité même des ministères de l'Éducation ou des ministères de Sport, mais tous les autres départements ministériels doivent promouvoir. Une situation que les acteurs du sous-secteur, des États et gouvernements de la francophonie veulent corriger. Revoir tout le système et faire comprendre que la pratique sportive est une nécessité, voire un impératif. C'est l'objectif de cette rencontre de Cotonou. Les participants se projettent de se pencher sur les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces. Nous avons voulu d'abord, à travers un certain nombre d'ateliers, approfondir les réflexions, par exemple sur la pratique, l'enseignement dans les écoles. On ne peut pas dire qu'il faut un professeur ou un maître de PS dans chaque classe, dans chaque école, mais il s'agit de pouvoir doter les enseignants ou enseignantes de compétences pour encadrer. Donc c'est vraiment une discipline, une matière qui mérite un encadrement. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant de PS, etc. On peut être sportif, mais on n'est pas forcément éducateur enseignant. Donc renforcer les capacités des maîtres de primaire et du public pour pouvoir animer des séances d'entraînement, d'animation sportive, etc. adaptées au niveau de l'enfant et aux aptitudes. Nous avons développé des modules où même les handicapés ont le droit, c'est un droit de faire le sport, ce qu'on appelle le sport adapté. Une autre réflexion, c'est valoriser la fonction enseignant, la fonction encadrement, la fonction animateur de sport, pour que les gens comprennent que c'est aussi des cadres, c'est un métier. Cette fonction doit être valorisée. Et l'autre réflexion, c'est tout ce qui tourne autour du sport. 2 jours de partage d'expériences, ponctueux de fructueux échanges. Les pays membres de la Conféges, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, et la Confémen, conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, 2 structures fêtières seront à même une fois de retour dans leurs pays respectifs de mettre en pratique les grandes recommandations, à savoir la valorisation de la fonction enseignante avec toutes les commodités nécessaires pour son plein essor.
Merci à vous, Enoch Hunkpatin. Le ronflement, c'est un mal qui touche 2 personnes sur 3 de la population mondiale. Il est plus présent chez les adultes, mais quand il survient chez l'enfant au-delà d'une semaine, eh bien, le ronflement devient inquiétant. Quelles sont les causes et les manifestations du ronflement chez l'enfant? La réponse dans cet élément. Il survient pendant le sommeil. Le ronflement est un bruit rauque plus ou moins fort dû à des vibrations anormales du pharynx lors de l'inspiration. Pour les médecins, le ronflement n'est pas normal chez l'enfant. Mon enfant ronfle, ça veut dire qu'il dort bien. C'est complètement faux. Chez un enfant, le ronflement n'est jamais normal. Il peut y avoir des ronflements passagers. Bon, quand un enfant, par exemple, est un peu enrhumé, il peut ronfler de façon passagère. Mais quand le ronflement devient chronique, persistant, là, il faut commencer à se poser des questions. Et surtout encore quand le ronflement s'accompagne, par exemple, de difficultés de respirer. Parfois, il y a des enfants qui dorment, qui ronflent, et parfois on a l'impression que leur respiration s'arrête. Ou bien parfois l'enfant se réveille en plein sommeil. En ces moments-là, il faut commencer à se demander, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus grave? Il est parfois causé par un simple rhume ou une prise de poids chez l'enfant. Toutefois, les cas critiques existent sous plusieurs formes. Les causes les plus fréquentes et qui sont les plus sérieuses, c'est quand par exemple des enfants ils ont soit des grosses amygdales ou des végétations. Les végétations, c'est des ganglions qui poussent derrière le nez, qui bouchent le nez. Et c'est les causes les plus fréquentes. Et ces causes-là font que l'enfant, quand il dort, il ne respire pas bien du tout. Ça crée après des difficultés d'apprentissage parce que c'est un enfant, il se réveille le matin, il a dormi, mais c'est comme si son cerveau n'a pas dormi. Donc il va s'endormir facilement, même à l'école, l'enfant va s'endormir facilement. Ça fait que sur le plan de l'apprentissage, c'est difficile. C'est des enfants qui vont souvent faire pipi au lit, souvent. Et parfois, si ce n'est pas pris en charge, ça peut donner même des malformations, ça peut donner des déformations au niveau de la face. Et généralement, quand on a ces causes, il faut consulter un ORL. Et si c'est confirmé, il faut aller opérer. Pour les médecins, un ronflement détecté plus tôt peut être soigné. Détecté plus tard, sa prise en charge devient coûteuse. Mais il rassure qu'on peut en guérir sans séquelles. Prendre en charge un ronflement, notamment sur le plan ORL, notamment une pathologie des végétations adénoïdes qui bouche le nez, des amygdales très grosses qui bouchent la gorge. C'est l'une des chirurgies les plus simples en ORL, les plus faciles. Et il faut rassurer les parents, généralement c'est une chirurgie où il n'y a même pas de plaie. Très souvent on opère l'enfant le matin, le soir il rentre chez lui. Celui qui le voit ne sait même pas qu'on l'a opéré. Même si le ronflement touche plus d'adultes, chez certains enfants, il est aussi présent. Pour les spécialistes en ORL, lorsque le parent est un fumeur, le risque de ronfler est augmenté de 60% chez l'enfant. Nous voilà édifiés par Yasmine Damata. L'éradication de la transmission du virus du sida de la mère porteuse à l'enfant se concrétise à grands pas. Cependant, le système sanitaire béninois ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés. Suivez ici Alain Azondécon pour plus de précisions. Il est au micro de Gloria Oni et de Bénédicte Bossou. Nous connaissons toutes les interventions qu'il faudrait faire, mais aujourd'hui, c'est que ces interventions ne sont pas effectives. On ne met pas tout ce qu'il faut comme engagement, tout ce qu'il faut comme ressources, tout ce qu'il faut comme organisation pour que réellement ce qui a été décidé soit effectif. La raison pour laquelle nous continuons toujours d'avoir des enfants infectés du VIH parce que nés d'une mère qui est séropositive. Le système de santé doit fonctionner dans toute cette composante, notamment l'évaluation des besoins, la prévention, le diagnostic, les interventions et les résultats de ces interventions et ce qui va jusqu'à l'administration sanitaire et l'intégration des services. Si vous n'avez pas ça là comme composante de base dans votre système de santé, même quand vous aurez amené tout le programme de prévention de la transmission mère-enfant et aujourd'hui les stratégies qu'on met en place pour rendre effectif ce programme, ce qu'on appelle l'élimination de la transmission mère-enfant, vous n'arriverez jamais. Vous voyez, quand je prends juste par exemple, rien que les réactifs, après vous attendez que certaines fois, bon, mais il y a des réactifs qui manquent, il y a certaines fois, vous apprenez que le personnel qui a été formé, c'est un personnel qui a acquis une compétence et
Et dès que quelqu'un de vous appelle et qu'il est le plus offrant, mais il s'en va, et donc vous avez vraiment un wash-out, ce qu'on appelle des ressources humaines. Et là, dans ces conditions, les programmes vont vraiment battre de l'aile. Au Bénin, on continue encore d'enregistrer près de 500 enfants qui naissent infectés au VIH parce que leurs parents sont infectés au VIH. Il y a certains pays qui sont arrivés à éliminer la transmission du virus de la mère à l'enfant. Le premier pays, le Cuba. Ensuite, vous avez le Cap-Vert. Mais quand vous jetez un coup d'œil, c'est des pays qui ont un système sanitaire qui fonctionne. Hors des frontières béninoises à présent, la Côte d'Ivoire crée un comité de survie des projets financés par la Chine. Ainsi, plus de 3 000 milliards de francs CFA d'investissement répartis en plusieurs accords bilatéraux et incluant 14 projets de développement devraient être conduits sous la supervision du nouvel organe. Le nouveau comité, dont la période d'activité n'a pas été révélée, devrait compter des représentants chinois et ivoiriens parmi ses membres. Par ailleurs, la Chine est accusée d'asphyxier l'économie du continent à travers une dette colossale. Plusieurs contestations se sont également fait entendre quant au recours systématique de l'Empire du Milieu à ses nationaux pour mettre en œuvre les projets qu'il finance en Afrique au détriment des compétences locales. La Grande-Bretagne va investir 1 milliard de dollars, soit environ 600 milliards de francs CFA au Nigeria d'ici les 4 prochaines années. Le nouveau fonds devrait servir à financer des entreprises sous forme d'injection de capitaux ou de dettes. Alors que le Royaume-Uni se prépare à sortir de l'Union européenne, ce plan d'investissement vient confirmer l'intention du gouvernement de Theresa May de faire de Londres le plus grand investisseur du G7 sur le continent d'ici 2022. C'est tout pour l'édition de cette mi-journée. Retrouvez-moi ce soir à 19h45.